Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Vous étiez très nombreux la semaine dernière pour écouter Marie-Christine Villagordo sur la métamorphose humaniste en marche, où elle a interviewé une dizaine de chefs d'entreprise, une petite dizaine d'influenceurs, pour leur demander comment est-ce qu'ils voyaient la fonction de dirigeant se transformer dans les prochaines années, à l'ère où à la fois l'IA et les contraintes environnementales demandent aux dirigeants de réinventer sa fonction, de réinventer son rapport à l'entreprise, son rapport à ses collaborateurs. Vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons poursuivre cette discussion. On est parti du dirigeant et de sa vision, nouvelle vision humaniste. Aujourd'hui, on va voir comment cette vision humaniste peut s'ancrer dans le quotidien, au profit, au bénéfice des collaborateurs. Et on va parler de bien-être, dans l'entreprise. Et pour ça... Individuel, de bien-être pas individuel. collectif. Et pour ça, on a l'immense plaisir d'accueillir Michel Jonker. Bonjour Michel. Bonjour, Alors, je suis heureux de vous reconnaître. Ravi de faire votre connaissance aussi. On va commencer par avant de rentrer dans la discussion, par votre portrait. Est-ce que, Paul-Henri, tu peux nous dresser le portrait de notre invité du jour? Bien sûr. Très bien. Michel Jonker, vous portez la conviction d'un territoire et ses entreprises se transforment par l'engagement concret des dirigeants. Président du MEDEF Val d'Oise et président de la Commission internationale d'Île-de-France, vous agissez depuis de nombreuses années comme catalyseur de coopération économique en lien notamment avec les conseillers du commerce extérieur de la France. Ingénieur de Centrale Lyon, vous débutez votre parcours dans l'aéronaval en tant qu'enseigne de vaisseau, ayant d'embrayer sur une carrière internationale au sein du groupe Total Hutchison. Vous pilotez notamment les activités et filiales à l'étranger, en Afrique du Sud et en Italie, expérience qui nourrira votre regard sur l'export et la compétitivité des entreprises françaises. Chercheur praticien, vous avez repris les études au plus haut niveau et transformé vos travaux doctoraux en un ouvrage de référence, le bien-être individuel en entreprise, managé en concomitance entre liberté et contrainte. Vous proposez une approche pragmatique comme l'arbre du mal-être et du bien-être, et vous montrez que l'épanouissement individuel résulte d'un ensemble d'actions concomitantes et d'une co-responsabilité assumée en direction et collaborateurs. Dans cette perspective, votre rapport au management et au leadership met l'accent sur un équilibre exigeant, tenir le cap économique tout en créant un présent psychologiquement soutenable. Pour les équipes, vous y défendez un leadership de terrain, attentif aux signaux faibles, où à la croissance, l'innovation et le bien-être ne s'opposent pas, mais se renforcent mutuellement. Pour honorer vos nombreuses contributions à l'économie française, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur en 2012, et la communauté des masterclass de l'excellence managériale est heureuse de vous accueillir. Un parcours extraordinaire. Non, un parcours normal, d'ingénieur normal. Et qui marie à la fois un engagement industriel, un engagement associatif et puis un engagement intellectuel pour concrétiser tout votre expérience et votre apprentissage dans ce livre, dans ce modèle-là. Si on parle de bien-être, on en parlait lors de la préparation, on disait finalement le bien-être c'est une notion qui est assez récente parce qu'au 19e siècle on ne s'occupait pas trop de bien-être, il y avait une vision paternaliste, mais on s'occupait surtout de productivité avec Taylor, avec Fayol, avec Weber. Le bien-être, on a commencé à l'analyser et à le travailler avec Mayo, la fameuse expérience Hawthorne, à côté de Chicago en 1924. On fait l'essai de mettre plus de lumière, plus de confort à des tisseuses, je crois, et puis on s'aperçoit que leur productivité augmente. Et donc c'est la première fois qu'on... La qualité de vie au travail, ça s'appelle maintenant la QVT. La QVT, voilà. Et donc on s'aperçoit pour la première fois, on mesure un lien entre le confort et le bien-être d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, et puis son efficacité opérationnelle. Et puis, depuis, il y a eu beaucoup de scientifiques, de chercheurs qui se sont appuyés qui se sont intéressés au sujet. Peut-être que on peut parler de la théorie de Douglas MacGregor, théorie X et théorie Y.
pour commencer par une vision assez dualiste, on va dire, du sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je dirais que ce qu'il a découvert, MacGregor, c'est que on est tous différents dans nos ambitions. Si on a des ambitions, il y en a qui ne sont pas ambitieux. C'est les X, ceux qui sont très ambitieux, c'est les Y. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent suivre et d'autres qui veulent être chefs. Il faut l'accepter, ça. Donc, il avait raison, d'une certaine façon. Donc, quand on dit il faut développer les carrières des personnes, c'est ceux qui le veulent, pas ceux qui ne le veulent pas. Si vous obligez quelqu'un à être chef et il se sent mal, il sera en mal-être et pas en bien-être. Et il y a beaucoup de personnes dans ma vie entrepreneuriale, j'ai voulu faire des managers, des personnes qui étaient très compétentes techniquement. À chaque fois, je me suis trompé au niveau des résultats. La personne était compétente au niveau de sa technique et elle n'a pas réussi au niveau managérial. Plusieurs fois d'ailleurs, en Afrique du Sud, en France. Parce qu'il faut prendre les gens comme ils sont, on n'y peut rien. Mais par contre, il y en a qui sont volontaires, qui veulent faire des choses, il faut les suivre. Ceux qui vont un peu moins, et les deux doivent savoir travailler ensemble. L'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre, sinon l'autre ne sera pas content. Et donc il faut regarder ça aussi. Les relations humaines dans une équipe sont très importantes dans la mesure où personne ne doit prendre le pas sur quelqu'un d'autre sans l'accord de quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il faut des chefs d'équipe, bien sûr qu'il faut des chefs de projet, mais il y a une façon d'être chef de projet, une façon d'être chef d'équipe qui fait que les équipiers sont contents ou ne sont pas contents. Et donc tout ça, c'est... alors, comme vous avez dit, beaucoup de penseurs, beaucoup de chercheurs ont travaillé là-dessus. Comme, on peut dire, vous avez pensé à MacGregor, moi je pense à des gens comme Karadzek ou Siegfried. Karadzek, il dit, les gens sont contents si ce qu'ils font, ce qu'on leur donne comme responsabilité, ils peuvent la faire parce qu'ils ont assez de possibilités de faire. Ils ont les moyens pour le faire. Si vous avez une responsabilité sans moyens, vous n'êtes pas content, vous avez peur. Et un des moyens, c'est la formation. Si on me donne une responsabilité, on ne me forme pas à cette responsabilité, je serai toujours malheureux. Et donc, ça, c'est Griff, il a dit, c'est bien si les gens sont en bien-être ou mal-être si ils font quelque chose, mais ils se rendent compte que le salaire qu'ils reçoivent n'est pas à la mesure de ce qu'ils font. Donc il faut peser, il faut faire en sorte de rendre un équilibre entre le travail fait et le salaire. Et il a raison lui aussi. Les deux ont raison. Et puis aussi ceux qui parlent beaucoup de la confiance. On ne fait pas des actions, je fais la confiance, je vois la confiance. Une conséquence, c'est la confiance. La confiance, c'est une conséquence de faire en sorte que les actions que le manager fait ou que l'entreprise fait sont considérées, donnent confiance aux gens. Par exemple, si vous voyez, vous êtes dans une entreprise et si vous avez peur que l'entreprise fasse faillite, vous n'êtes pas content. Et qu'est-ce qui vous rend content? Si vous vous rendez compte que l'entreprise, elle travaille dans son développement pour réussir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et puis il faut analyser le marché. Il faut leur montrer qu'on est en veille technologique, en veille concurrentielle, en veille totale. Et on leur dit, on est en veille. Parce qu'en connaissant les concurrents, en connaissant les clients, en connaissant le marché, on est plus en grade de prendre des décisions. Et donc, on vous explique qu'on fait tout ça. Et la personne a confiance. Et évidemment, les résultats aussi montrent qu'ils sont dirigés par des managers qui sont compétents. Alors, attention, on peut très bien diriger une entreprise en ayant un management brutal. Hein. Ça, on réussit très bien, à court terme. Mais il y a des gens... D'ailleurs, actuellement, dans le monde, dans les nouvelles compagnies aériennes low cost, il y en a une low cost, la plus importante, dont le manager, qui est un Écossais, il a dit, moi je suis pour le management brutal. Ça marche très bien. Il a tort humainement, mais son entreprise est très profitable. Moi je dirais que ça n'a pas été ma façon de faire, parce que j'estime que nous sommes dans l'humain et que tout le monde doit être content de vivre. Et donc, mais on ne peut pas imposer aux gens de dire organiser le bien-être individuel de l'entreprise, il ne veut pas.
Par contre, il faut faire en sorte de l'influencer en montrant justement qu'en faisant ça, à terme, il réussira mieux que s'il y a un management brutal. Parce que le management brutal, au début, ça marche, mais après, tout le monde s'en va. Les gens s'en vont, les clients ne sont pas contents parce qu'ils sont approchés par des commerçants qui ne sont pas contents, donc il y a l'effet centrifuge, alors que si le personnel de l'entreprise est content, ils reçoivent les clients, il y a un effet centripète qui fait que tout le monde... donc, tout ça fait qu'à court terme, le management brutal réussit et à moyen terme, il ne peut pas réussir. Donc, on est plutôt dans du management heureux court terme, mais réussite financière moyen et long terme. Donc, c'est pour ça que... je vous parlais de certains le pourquoi de ces choses-là, et beaucoup de managers, beaucoup de chercheurs, comme vous avez dit, MacGregor ou Karasek ou Segrif, et puis aussi les Herzberg, ceux qui parlent de motivation. Je voulais vous parler de Herzberg aussi, théorie des deux facteurs. Les deux facteurs intrinsèques et extrinsèques au niveau de la motivation. Oui, c'est ça, tout à fait. Et ça, il a expliqué qu'il y avait des motivations positives et des motivations négatives. C'est-à-dire que le salaire est une motivation négative. Ça ne vous motive pas le salaire. Mais si vous n'avez pas assez, vous êtes démotivé. C'est ça. Par contre, si vous trouvez dans votre travail du sens dans votre travail, comme maintenant, eh bien, c'est une motivation positive. Et donc, il faut les deux. Il faut et positive et négative, parce qu'il ne faut pas que les actions de motivation négative existent. C'est-à-dire, il faut avoir un bon salaire, sinon vous êtes démotivé. Un salaire acceptable par rapport à ce que vous faites, évidemment. Et par rapport à ce que les autres gagnent aussi. Parce que la chose la plus terrible, c'est quand dans l'entreprise, quelqu'un voit que dans d'autres secteurs, faisant à peu près les mêmes responsabilités, gagnent plus que soi. Donc, il faut faire très attention, là aussi. D'ailleurs, il m'était arrivé une chose intéressante un jour, c'était en France d'ailleurs. Un jour, je prête ma voiture à un collaborateur, et je ne m'étais pas aperçu que dans le coffre, il y avait une valisette avec la liste de tous les salaires de tout le monde. Évidemment, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui peut arriver? Et donc, la personne, elle a évidemment ouvert le coffre, et elle a vu tous les salaires. Et il ne s'est rien passé. Elle l'a dit à tout le monde. Ils se sont aperçus quoi? Ben, que tout était vachement proportionné, équilibré. Heureusement que j'ai fait ça, parce que c'est normal. C'est normal. Et il faut, en continu, personne ne pouvait dire, celui-là est plus que... Non, c'était équilibré. Et les gens s'en sont rendus compte. Comme quoi, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais il faut toujours être... Voilà. Donc, l'histoire du salaire acceptable en fonction de ce qu'on fait est très important. Et puis, en fonction... Sinon, il y a deux choses. Hein. C'est Christ qui dit, est-ce que le salaire que je donne est au niveau de l'effort que la personne fait? Mais c'est aussi le fait que si vous avez un salaire plus bas, mais si vous pouvez accepter, mais si ce salaire est ailleurs, est supérieur, alors ça, c'est pire. C'est pire que de ne pas l'avoir. Parce qu'on peut toujours dire, je vous donne ce salaire-là, parce qu'au niveau de la concurrence, je ne peux pas vous donner plus. Ils se apercevaient que la direction, elle triche, et elle donne à quelqu'un d'autre un salaire supérieur, au même niveau de responsabilité. Ça fait du mal-être. On retrouve la notion de confiance. Vous parliez. Question de confiance. Je perds confiance si j'ai l'impression que la direction me ment sur Voilà. Donc on a confiance à la direction quand la direction pense sur... Et considère que ce que je fais, c'est aussi bon que l'autre. Voilà. Et donc ça, c'est important. On est allé dans beaucoup de choses. Oui, mais dans la théorie d'Herzberg, il y a ce qu'il appelle les facteurs d'hygiène. Oui. Il dit c'est un certain nombre de conditions nécessaires pour permettre le bien-être. Voilà, c'est ça. Et si vous n'avez pas ça, comme il dit, c'est pas hygiénique dans la mesure où vous êtes en santé mentale, pas en bonne forme. Mais il faut aussi, en plus du facteur hygiénique, avoir le facteur motivant positif. C'est-à-dire le sens du travail, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'on est content quand on est considéré comme quelqu'un de bien. Finalement, Michel, est-ce qu'il faut travailler sur le bien-être séparément, c'est un peu de ce que dit Herzberg,
séparément de la réflexion sur le mal-être. Parce qu'Asberg, il dit les facteurs d'hygiène, ça provoque du mal-être. Oui. Si j'ai l'impression que je suis mal payé, si j'ai l'impression que mes conditions de travail ne sont pas bonnes, que je prends des risques quand je monte sur une échelle, j'ai pas de casque, voilà, ça provoque du mal-être. Est-ce que finalement, ces deux réflexions qui doivent, pour un dirigeant, être, c'est obligatoire. Être différentes? C'est obligatoire. Si vous voulez du bien-être individuel, il ne faut pas faire d'action qui amène au mal-être. Si vous avez, par exemple, si on prend les deux choses, un de Karakzek, l'autre de Segris, pour faire simple, l'un qui dit on me donne des objectifs, mais je n'ai pas les moyens. Si j'ai les moyens, je suis content. L'autre qui dit on vous donne un salaire, mais ce salaire n'est pas en liaison avec l'effort demandé. Oui, l'intensité de l'effort. Les deux ont raison, mais si vous faites un, vous ne faites pas celui de Segris sur le salaire, vous avez les personnes à mal-être. Oui. Par exemple, c'est un peu ce que j'ai, enfin on verra peut-être un peu plus tard, mais dans la liste des actions que j'ai faites, 20 actions, et je dis concomitantes. Pourquoi c'est de concomitance? Parce que si vous demandez aux uns aux autres, c'est quoi le bien-être individuel, chacun vous dira, ça c'est la reconnaissance, c'est la raison. Ça c'est la confiance par la veille technologique, la raison. L'autre il dit, et puis il y en a un autre qui dit, c'est la formation. Il y en a un autre qui dit, ils ont tous raison. L'autre qui dit, c'est le droit à l'erreur. Si dans ces 20 actions, vous en faites 19 qui sont excellentes, mais la 20e, par exemple, le droit à l'erreur, vous ne donnez pas, ben vous êtes en mal-être. Donc vous avez beau faire 19 actions bonnes, vous ne faites pas la 20e, ben vous êtes en mal-être. Et donc, vous êtes dans l'arbre du mal-être. Et donc c'est ça la chose. On est obligé de faire les choses en même temps. Donc, je dirais, ma thèse, c'est faire analyser quelles sont ces 20 actions-là et pourquoi 20. Parce qu'on ne peut pas en avoir 100 et que tout se ramène là. Mais c'est important, si vous oubliez une de ces actions, la personne est en mal-être. C'est terrible. Donc il faut faire tandis que dans l'arbre du mal-être, la liste des actions, c'est le contraire, l'antonyme que l'arbre du bien, mais il suffit de faire une seule action de l'arbre du mal-être pour être en mal-être. Alors que dans l'arbre du bien-être, il faut faire les 20 actions en concomitance pour être en bien-être. Beaucoup plus difficile d'être en bien-être, évidemment, que d'être en mal-être. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours, oui. Et puis des expériences concrètes que vous avez eues qui ont permis de nourrir cette réflexion et ces travaux. Quand vous étiez en Afrique du Sud, quelles sont les situations que vous avez rencontrées ou qui ont été complexes à gérer et comment vous avez réagi? Il faut dire que quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais jeune, c'est au début de ma carrière, donc je venais d'un pays, la France, hein, où il y avait tout un réseau, évidemment, de dialogue social. Et en Afrique du Sud, le dialogue social était interdit. C'était le temps de l'apartheid. Et donc, on ne discute pas avec les syndicats. Les syndicats sont illégaux. Bon, le syndicat illégal, parce que quand en Afrique du Sud, à cette époque-là, quand vous dessiniez la nouvelle usine, il fallait avoir une entrée pour noir et une entrée pour blanc. Donc on faisait obligatoirement, tu vois. Puis chez moi, tout le monde rentrait par la même porte. Personne ne venait vous voir en disant pourquoi il ne rentre pas. Non, à partir du moment. Donc on faisait de l'apartheid ce qu'on voulait. Il y a les durs bourgs, comme on dit, les durs africaneurs qui faisaient rentrer les noirs par l'entrée des noirs et les blancs. Moi, je faisais rentrer tout le monde par la même porte. Mais sur le plan, il y avait entre noirs. Et je me suis dit, il n'y a pas de syndicat, ok. Je ne veux pas me jeter la télé. Je vais organiser des élections locales dans l'intérieur de l'usine parce que je veux discuter avec mon personnel, je veux discuter. Et donc j'ai organisé des élections internes pour faire un comité d'établissement interne. Et ça s'est fait comme ça. Les gens étaient contents de discuter. Ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? On discuter. Donc. Et puis un jour, j'arrive dans l'usine, tac, grève générale. Police partout. J'arrive, je dis, c'est quoi? Il me dit, alors, je vais voir quelqu'un, mais avec tout ce que je fais pour vous, je vous ai fait un conseil d'établissement, vous avez été élu, je fais tout pour vous, que vous vous mettiez en grève. Ils m'ont dit, mais on est navrant, c'est pas au courant. Ça vient de l'extérieur. C'est les syndicats
illégaux à l'extérieur qui ont obligé tout le personnel, sous peine de se faire battre dans le township, d'être en grève. Alors la police arrive et dit voilà, on va mettre tout ça en prison. Je dis, pardon, ben, la grève est interdite, donc tout le monde en prison. Et mon cher monsieur le policier, qui c'est qui te produit? Non, on se calme, laissez-moi faire. Et donc les Noirs étaient en rond, je rentre à l'intérieur des ronds, hein, et je leur parle, et puis finalement, calmement, ils se sont remis au travail parce qu'ils n'étaient pas influencés, étaient plus influencés par le de l'extérieur, sachant que s'ils continuaient, ils allaient en prison. Les choses, mais c'est comme quoi, quand on veut faire du bien, souvent on a du mal. Mais enfin, c'est intéressant quand même, l'histoire de la grève, alors que j'avais tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Voilà, donc, ce qui fait que mes relations avec tout le personnel, blanc et noir et tout ça, d'ailleurs j'avais des personnes noires excessivement, en comptabilité, excessivement compétentes, et ben, ça s'est très bien passé. On a pu développer franchement l'entreprise comme je dis, 0 à 400 personnes en quelques années, et les gens étaient contents, quoi. Ils étaient contents parce qu'ils savaient très bien que je m'occupais d'eux, quoi. Et eux, ils travaillaient bien, on les formait, voilà. Donc, c'était ma première expérience de manager total. Jamais. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, en s'occupant pour que chacun soit bien dans son travail, ben, on arrive à des résultats intéressants. Voilà, mes premières expériences de dialogue social en Afrique du Sud. Et puis j'ai aussi une expérience. Après, vous allez en Italie. Voilà. Vous allez en Italie. Alors, qu'est-ce que vous découvrez comme nouvel univers? En Italie, pareil. Enfin, pas pareil. En Italie, les syndicats, au contraire, ils ont une certaine force, sinon la force. Et c'était à une époque, les années 80, où il y avait les grandes grèves de Fiat. Vogliamo tutto. On veut tout. Voilà. Et puis pas de licenciement. moi j'avais 600 personnes devant moi avec 100 de trop. Il fallait que j'en ai 1100. Et l'idée, c'était la première chose. On fabriquait aussi beaucoup de pièces en élastomère qui étaient différentes de celles de l'Afrique du Sud, parce que ce n'étaient pas des supermoteurs pour voitures, c'était d'autres types de tuyaux, des boyaux de bicyclette de course pour le Tour de France et ça. Et donc, j'ai beaucoup expliqué, travaillé avec des syndicats. Alors, c'était marrant, parce que d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'en Italie, c'est un pays où, au niveau industriel, c'est pas la guitare. Les gens sont sérieux, les gens sont professionnels, tous, que ce soit les managers, un peu tout le monde. Et donc, c'est une expérience tout à fait passionnante. C'est pour ça que l'Italie réussit quand même beaucoup, d'ailleurs, par rapport à l'exportation de ça, ce sont des gens très bien. Mais il y a un peu de théâtre au niveau du dialogue social, parce qu'ils sont obligés de hurler, les syndicats. Mais ils voulaient quand même travailler avec moi. Et ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait négocier avec eux. Et la meilleure façon de négocier, c'est que personne ne nous voit. Et un jour, je discute avec le chef du syndicat, et on s'est dit, ben, on peut pas, personne ne peut nous voir discuter. C'est à Milan. Donc, allons à Rome, au jardin du Pincio. On s'assied sur un banc, personne, on discute. On est allé à Rome séparément. On s'est rencontrés dans le jardin du Pincio, et où il y a la Villa Médicis d'ailleurs. On a discuté, on a pris des décisions, et puis on s'est dit, alors lui il m'a dit, évidemment on va retourner, je vais hurler contre vous, ça va être terrible, et à la fin on aura ce qu'on décide ensemble. Et on est retourné, on a hurlé, puis on a fait ce que vous voulez, c'est intéressant, parce qu'ils avaient confiance au fait que si je prends une décision, je la respecterai. Je la suis. Et donc, voilà. Même en France, d'ailleurs, en Val d'Oise, j'étais une entreprise de fabrication aussi. Alors, on fabriquait des produits en élastomère, mais des mastiques d'assemblage des avions. Voilà, parce qu'un avion
Le kérosène va dans les ailes sans protection aucune. Quand on assemble un avion, avant de le riveter, on met du mastic d'assemblage qui au bout d'un certain temps, c'est-à-dire 2 ou 3 heures, devient caoutchouc parce qu'on met du mastic sur chaque trou de rivet, on fait des rivets et on met du mastic partout, de façon que l'avion est totalement, après, étanche. Et ce type de produit. Puis aussi des collages de pare-brise. Avant, on mettait un pare-brise, on accrochait un pare-brise avec un joint en caoutchouc. Et puis c'était l'époque où on collait. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec eux, avec les syndicats, pour expliquer la stratégie. Et d'ailleurs, c'était tous de la CGT. Mais malgré CGT ou pas CGT, on avait toujours d'excellents rapports parce que j'étais pas là en confrontation, mais j'arrivais et disais maintenant on va discuter la gestion de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise et pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais décidé de faire une usine en Chine. J'aurais dit c'est pas pour ramener du produit ici, c'est pour vendre là-bas. Et donc, il y a même un syndicaliste qui m'a dit, moi, si vous faites une usine en Chine comme ça, je voudrais que mon fils y aille. Ben, on a envoyé le fils en Chine, il était tout content. Donc, quand on discute avec ces gens-là, c'est pour ça que c'est important dans le bien-être individu, une des actions, c'est avoir de bons rapports, avec les syndicats, un bon dialogue social. Sinon, les gens, ils se disent, qu'est-ce qui se passe ? Le patron, il me sourit, mais par contre, avec les syndicats, ça ne va pas, je ne suis pas content. Il faut que tout le monde montre que ils ont confiance, parce que sinon, ils sont entre les deux, entre la direction qui essaie apparemment d'être bien avec eux, là, mais les syndicats qui disent que ce n'est pas vrai. On ne s'en sort pas. Et donc, ça fait partie d'une des actions du bien-être individuel. Voilà, donc et d'ailleurs, quand je suis parti à la retraite, le chef du syndicat qui m'a dit quand vous serez parti, on mettra une statue devant. Alors, une chose intéressante. Il devait faire grève. Alors, en général, ils ne faisaient pas grève avec moi, mais ils étaient quand même poussés par l'extérieur pour faire grève parce qu'on faisait partie de Total. Et Total avait les moyens d'augmenter. Ils voulaient qu'on donne les mêmes augmentations que chez Total. On ne pouvait pas. En chimie, c'était pareil, différent. Et donc, ils m'ont dit, on est obligé de faire grève. 2 jours. Je suis une honte. Non, mais c'est obligé. Il va y avoir l'inspecteur de Fiat qui va venir. Le jour où vous faites grève, je ne peux pas dire inspecteur de Fiat, venez pas à la grève. Il me dit, l'inspecteur Fiat, il connaît la grève. Non. Et alors, on fait quand même la grève. On fait la grève. Et puis, l'inspecteur Fiat arrive avec un commercial en voiture. Et je leur ai dit, voilà, l'inspecteur Fiat arrive, vous faites piquer le grève, il ne rentre pas. Il dit, essayez de nous faire. Et alors, la voiture arrive dans une usine vide, et avec l'inspecteur du Fiat qui pouvait visiter le laboratoire de ça, et le commercial. Et quand ils ont devant la porte, ils ont ouvert la porte en applaudissant l'inspecteur. C'est pas mal, non? Et le gars, il me dit, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est intéressant. Ils ont fait grève, comme on leur avait demandé. Voilà. Je vais me poser des questions sur comment ça se passe au niveau du dialogue social. Il y a dans les années 60, oui. Les approches systémiques, les approches contingentes ont beaucoup développé le management pour prendre en considération le contexte. Maintenant, les approches modernes de réflexion depuis les années 80, c'est autour du management par objectif, autour de donner du sens. Comment est-ce que vous voyez le bien-être individuel en entreprise évoluer au cours de ces 20-30 dernières années, au cours de votre carrière? Est-ce que le bien-être individuel, ça veut toujours dire la même chose que quand on a commencé sa carrière? Oui, alors comment ça a évolué? Quand j'ai commencé ma carrière, vous avez raison, il y avait ce qu'on appelle le management par objectif. Oui. Mais c'est pas ça qui donne du bien-être aux gens. Il n'y a qu'un objectif dans l'entreprise, c'est le client. Et donc, management par objectif, c'est obliger les gens à réussir, alors que ce qui compte, c'est travailler tous pour avoir un seul objectif. D'ailleurs, c'est Peter Drucker, je ne sais pas si vous, qui était le grand gourou
de l'entrepreneuriat, du management dans les années 50-60, c'est lui qui m'a tout appris. Il suffit d'avoir... Vous ouvrez son premier livre et il dit l'objet de l'entreprise, c'est pas de faire du profit, comme tout le monde pense. Pour ça. Le profit, c'est une obligation. Hein. L'objet de l'entreprise, c'est d'avoir des clients. C'est vrai. Et à partir de là, j'ai toujours dit, n'oubliez pas, un seul objet de l'entreprise, c'est d'avoir des clients. Si vous ne faites pas de profit, vous mourrez. Mais si vous n'avez pas de clients, vous mourrez plus rapidement. Et l'objectif, on ne fait pas une entreprise pour créer des emplois. Si vous créez des emplois, si vous faites une entreprise pour créer des emplois, vous êtes mort d'avance, vous ne faites pas de productivité. D'abord, il y a des clients. Et parce que vous êtes bon, vous êtes excellent, l'artisan, il est bon, il est excellent, il est tout seul. Puis à force d'être bon, il a plein de commandes. Et qu'est-ce que je fais? Ben, il est obligé d'embaucher. C'est parce qu'il a des clients, parce qu'il est bon. Et à deux, ils sont tellement bons que, ben, à la fin, ils ont trop de commandes. Et ils embauchent. Donc c'est ça. C'est le fait, l'objectif, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a qu'un objectif, c'est le client. Donc arrêtons d'enquiquiner tout le monde avec des objectifs qui sont souvent imposés dans le management brutal. Mais de temps en temps, il faut aussi, évidemment, des objectifs dans certains secteurs, mais négocier. Non seulement négocier avec le personnel, mais aussi expliquer au personnel que quand le personnel pense que l'objectif est trop haut, il faut quand même lui dire, il faut quand même qu'il y ait un certain niveau, sinon la concurrence vient nous prendre. Donc ça se négocie, ça se parle, ça se discute. Et donc, je dirais qu'il y a eu plusieurs modes, comme vous disiez. Et maintenant, la mode, c'est donner du sens. Donner du sens, mais qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? Chacun est à la recherche de sens. Le problème, c'est que le sens, il est que dans une direction. Or, l'entreprise, elle travaille 360 degrés, dans tous les sens possibles. L'idée, c'est pas de donner du sens aux gens. L'idée, c'est qu'ils soient bien dans leur poste de travail, dans le job qu'on leur donne, qu'ils aiment ce qu'ils doivent faire. Mais je suis un peu contre le fait de donner du sens. Dans une entreprise, chacun voit le sens différemment. Voilà, puisque chacun a son caractère. Si on voulait donner c'est les fameux 360 degrés de chacun. Si on donne du sens à un et pas à l'autre, alors vous allez avoir un qui sera en bien-être et les autres en mal-être. On veut du bien-être individuel à tout le monde. Et donc, c'est plus la façon dont les gens vivent ensemble qui compte, plutôt que le sens de ce qu'ils font. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'aimer travailler dans une entreprise qui fabrique du tabac. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller, je suis d'accord. Ou il y en a plein maintenant, on ne veut pas aller chez Total parce qu'ils fabriquent du pétrole seulement. Je ferai remarquer, moi j'ai travaillé 40 ans chez Total, c'est une entreprise qui au niveau humain est une des meilleures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtons, nous, de dire le produit, c'est ça, sauf si on fabrique des pesticides, des trucs comme ça. Encore qu'à Monsanto, il y a plein de gens qui travaillent à Monsanto, ce qui ne veut pas dire que ce soit une bonne chose. Mais enfin, ce qui compte pour la personne, c'est d'être bien dans son poste de travail avec les autres. Parce qu'on n'est jamais seul. D'être avec les autres et avec son travail. Et donc ça, c'est ça qui compte, plus que tout. Je ne sais pas si ça en fait un modèle, mais moi, ce que j'ai voulu, c'est que justement, ça en fasse un modèle. Est-ce que donner du sens au travail, c'est pas donner à chacun un sentiment qui est très personnel d'utilité? Je suis utile, alors je suis utile pour le climat, je suis utile pour la biodiversité, je suis utile mais pour ma famille. Non, mais même parce que le fait, si je me sens utile, ça ne donne pas du sens à mon travail. Ce que vous dites, c'est vrai, mais même dans l'entreprise, je suis utile dans l'entreprise. Alors, une des actions, de mes fameuses actions, c'est justement expliquer à tout le personnel comment fonctionne l'entreprise. D'abord, il y a comment, je vous explique la tortue de Crozet, comment fonctionne l'entreprise de telle façon que, et au niveau organisationnel, de façon que chaque personne sait où il est. Et pourquoi il est utile? Pour satisfaire le client. Et donc, sachant qu'il est là, eh bien, il est content parce qu'il est indispensable, là. Et ça, c'est important. L'explication, premièrement, comment fonctionne l'entreprise, ça, d'ailleurs, quand je suis arrivé en France, de l'étranger, je me suis rendu compte que les gens que je gérais là en Val d'Oise n'avaient aucune idée de comment fonctionne l'entreprise. Donc je les ai tous réunis par groupe de 20 pendant une année, ils étaient 500. Et puis mélanger cadre, ouvrier, tout ça, et je leur ai expliqué comment l'entreprise fonctionne et quelle est la stratégie de l'entreprise. Alors évidemment,
vous avez expliqué à la stratégie d'entreprise, vous n'allez pas leur donner les secrets de fabrication ou les secrets de la stratégie. Il y a une limite. Mais on peut très bien expliquer la stratégie sans aller dans le détail du détail. Et donc, les gens se sont rendus compte, d'abord, on les prenait pour des gens sérieux parce qu'ils expliquaient comment l'entreprise fonctionnait, où ils étaient, et quelle était la stratégie, et les gens sont contents. Donc, il faut que chacun voit son utilité, mais il faut le dire. Parce que quelqu'un qui ne voit pas son utilité, il n'a pas confiance. Il n'est pas content. Il dit, mais il peut m'éliminer du jour au lendemain, je ne sais pas où je suis. Et donc, ça, c'est indispensable. Pour moi, et ça fait partie des actions concomitantes, indispensables, en même temps que donner le droit à l'erreur. Et encore une fois, le droit à l'erreur, une fois. Il ne faut pas 36 fois sur la même chose. Parce que si vous donnez le droit à l'erreur plusieurs fois, ben ça veut dire que la personne ne fait pas le travail correctement. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne sache que le droit à l'erreur, sur ce point particulier, c'est une fois, mais après il peut avoir le droit à l'erreur ailleurs, une fois. Donc tout est relatif quand même. Mais c'est vrai. Et le droit à l'erreur, une des choses où les gens ne peuvent pas acceptent, c'est si une des actions, c'est la formation. La formation, c'est la base du bien-être individuel. Former les personnes, pas à faire n'importe quoi, parce que comme les entreprises avaient l'obligation de former leur personnel, des plans de formation. Il y en a qui disent « Ah, mais moi, je voudrais te former à être pêcheur. » Non, mais c'est dans les entreprises. Non, dans ton entreprise, voilà la formation. Et quand vous êtes formé, vous êtes content, parce que vous sentez que vous avez les moyens personnels, au-delà des moyens physiques indispensables, vous avez les moyens de gérer votre job. Et que chaque fois qu'on vous donne quelque chose de nouveau, chaque fois on vous forme en plus. Il faut faire attention à ne pas faire n'importe quelle formation, parce que souvent dans les entreprises, il y a des formations qui sont simplement pour dire on a formé. Et donc, et après, ça ne sert à rien. Non, il faut des formations qui rendent la personne contente parce qu'elle se sent mieux, plus compétente. Chez Robert Karasek, il y a cette notion très importante d'autonomie, oui, de contrôle et d'autonomie. Dans les dernières années, les 5 dernières années ou 10 dernières années, il y a eu tout un mouvement autour de l'entreprise libérée où chacun doit être complètement autonome. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ce degré d'autonomie du collaborateur pour favoriser le bien-être, et où est-ce qu'on bascule dans un univers où il se sent déstabilisé? Où est-ce qu'il faut fixer la limite de l'autonomie? Oui, l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, voilà. Oui, oui, ça va bien dans les petites entreprises, mais pas dans les moyennes et les grandes, l'entreprise libérée. L'autonomie, oui. À qui le veut? À qui la veut? Quand il y a des gens qui ne veulent pas d'autonomie, qui veulent être contrôlés et qui veulent être dans un cadre. Non. Donc, il ne faut pas donner autonomie à ceux qui ne veulent pas. Soit à les former, à dire il faut que tu sois autonome. Mais on a besoin de tout dans une entreprise. Il y a du travail pour tout le monde. Et ceux qui le veulent, oui, il faut donner l'autonomie, mais dans un objectif précis, qui va dans le sens de la satisfaction du client. Enfin, quand on dit satisfaction du client, la satisfaction des parties prenantes. Parce qu'il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas des parties prenantes. Or, il y a ces fameuses 5 parties prenantes. Il faut satisfaire le client, oui. Mais il faut satisfaire le personnel aussi, sinon le client ne sera pas satisfait. Il y a un livre qui a été écrit par un Indien, je ne sais pas si vous savez, qui disait le personnel d'abord et le client. Le client d'abord, le personnel ensuite. Oui. Et le management en troisième position. Très bon. Il allait voir les clients en disant mon personnel vous a certainement dit que c'était le personnel d'abord et pas vous. Mais n'oubliez pas que c'est parce que vous, clients, vous êtes le premier objectif que je dois d'abord satisfaire mon personnel pour qu'il vous serve bien. Oui, c'est pas que je m'occupe d'abord du personnel et pas de vous. Je m'occupe du personnel parce que je veux que vous soyez bien servi. Et ça, c'est important, ça. Alors, donc, il y a les parties prenantes, c'est évidemment le client, le personnel pour qu'il soit heureux, bien-être, mais aussi qu'il aille dans le sens de l'objectif du client. Et il y a le fournisseur. Il ne faut pas oublier les fournisseurs. Les fournisseurs, 30% de toute entreprise qui fabrique. Hein.
Ben, c'est le fournisseur. Et puis même, il y a les fournisseurs de services. Le fournisseur, s'il n'est pas content, il ne vous servira pas le meilleur produit ou le meilleur service au meilleur prix au bon moment. Donc, il faut qu'il soit aussi content que le client. Et donc, il faut apprendre au personnel à considérer les fournisseurs comme des clients. C'est très important. Et puis, évidemment, il y a les actionnaires. Les actionnaires, de plus en plus, les actionnaires, ils veulent avoir mis de l'argent dans une entreprise, non seulement qui apporte du dividende, mais qui a bonne réputation. Et donc ça, ils sont prêts à mettre de l'argent dans une entreprise qui a bonne réputation, beaucoup plus que dans une entreprise qui n'a pas bonne réputation. Et donc c'est important, c'est une conséquence. Et puis évidemment, il y a l'environnement, dans le sens le plus large. Parce que l'environnement à l'extérieur, ça fait la réputation ou la non-réputation d'une entreprise, qui fait que quand l'entreprise a besoin d'embaucher des bonnes personnes, s'il y a une bonne réputation, c'est facile d'avoir du personnel compétent. Mauvaise réputation, on n'obtient personne. Et puis les clients ne viendront pas. Et donc, voilà, on a ces 5 personnes-là qui doivent être en bien-être. Au-delà du personnel, c'est les clients, le fournisseur, l'actionnaire et l'environnement au sens le plus large. Donc on n'est pas uniquement lié. C'est parce qu'il faut du bien-être individuel pour que l'entreprise réussisse dans le marché et dans le monde. C'est pour ça que c'est important, s'occuper du personnel. Est-ce que vous voyez cette notion de bien-être évoluer au fil du temps? Est-ce que le bien-être, ça veut dire la même chose hier qu'aujourd'hui? Oui. Tout le monde parle un peu de bien-être. Je parle parmi les entrepreneurs. Tout le monde est intéressé. Mais pas tout le monde est prêt à le faire. Après, à mettre les moyens, à considérer que les 20 actions concomitantes, si on veut, il faut le faire. Et c'est des efforts, les 20 actions concomitantes. Expliquer à son personnel comment fonctionne l'entreprise, expliquer à son personnel quelle est la stratégie, il faut le faire. Si vous ne le faites pas, les gens, ils n'ont pas confiance. Et puis, quand on dit... D'ailleurs, quand j'ai fait cette thèse, je me suis rendu compte personnellement que je modifiais un peu ma façon de voir quand j'ai discuté avec mon personnel au niveau des associations et tout ça, où j'étais plus ouvert au niveau de la considération, au niveau de tout ça, parce que finalement, on se rend compte que on ne dit pas assez toute la considération qu'on a pour un tel. On ne le dit pas assez. On ne fait pas cet effort. Eh bien, c'est pas bien. Moi-même, je ne le faisais pas. C'est pas bien. Et maintenant, je fais attention. Et à mon âge. C'est la sagesse. Hein? C'est la sagesse. Et oui, incroyable. Hein? Et donc, je me rends compte de ça. Donc, tout bête, souriez. Souriez. Et les gens sont contents. Comme je dis, quand les gens ne sont pas contents, ils ne sourient pas. Alors, si vous souriez, le gars n'est pas content, il est presque obligé de sourire. Alors, vous n'allez pas sourire dans la rue, à tout le monde. C'est pas ça, comme je dis. Mais c'est important de sourire. Le personnel, voilà. Donc, alors, j'ai fait quelques expériences, oui, en France. Fait quelques expériences sur comment améliorer l'autonomie de mon personnel. Alors, j'avais donc en France plusieurs ateliers pour faire des produits dans l'aéronautique, dans l'automobile, et même on faisait des mastiques pour l'assemblage des vitrages isolants. Le mastic devant empêcher pendant toute la vie du bâtiment la vapeur d'eau à passer à l'intérieur. Enfin, et donc on avait des fabrications différentes. Et tout était organisé verticalement. Et je me suis dit, non, moi, je veux quand même donner un peu plus d'autonomie à tout le monde, par équipe. Et donc, de telle façon que quand on arrive dans un atelier, c'est l'ouvrier de l'atelier qui vient expliquer au commercial, qui vient expliquer au client, voilà ce qu'on fait. C'est nous-mêmes qui faisons le plan de production, on fait ci, on fait ça, que le gars il soit content. Et si moi j'explique ça, le manager explique ça, vous réussissez pas nécessairement. Il faut passer par d'autres. Et donc, j'avais pris une société de conseil extérieur en lui disant, voilà ce que je veux, si vous êtes d'accord, vous allez dire, vous allez l'installer, comme si c'était vous, pas moi. Et donc, il a dit, ok, d'accord. Et donc, ils ont installé ça.
tout ce que je voulais. Et ben, évidemment, ils étaient d'accord, de telle façon que et les gens étaient contents. Et ça s'est développé. On a entièrement modifié l'organisation. On a fait ça par bloc, par groupe. Où il y avait, chaque groupe avait le commercial, la production, ensemble. Pour commercial, production. Mais pour l'installer, il fallait former le personnel à tous les niveaux à être autonome et responsable. Les gens étaient contents, je crois. S'ils n'avaient pas été contents, ils auraient fait grève. Ils n'ont pas fait grève. Donc, les différents modèles de management, ils ont chacun un avantage, mais finalement, il n'y a pas de modèle parfait, à mon avis. Il n'y a pas de modèle parfait. La seule chose parfaite, c'est si la personne est bien dans son travail. Malgré son caractère, malgré ça, parce qu'on ne peut pas changer le caractère. Évidemment, si les personnes ont des problèmes en famille, je ne peux pas le résoudre, ça. À partir du moment où j'arrive à résoudre les problèmes sur place, de formation, d'information sur comment se passe l'entreprise, de reconnaissance, toutes ces choses-là qui fait que l'entreprise s'occupe du personnel, eh bien, les gens se rendent compte que s'ils ne sont pas bien dans leur être, parce qu'ils ont des problèmes à la maison, ben, ils n'apportent pas nécessairement ce mal-être dans l'entreprise, parce qu'ils savent très bien que l'entreprise fait tout pour eux, et que ça, on n'y peut rien. Et puis, il y a des gens qui sont toujours en mal-être. Hein. Vous n'y pouvez rien. Psychologiquement et pathologiquement en mal-être. Et ça, et j'en parle dans le livre, ça, il faut analyser. Il y a une personne qui a fait un questionnaire de 6 questions pour savoir si la personne, quelles sont ces personnes-là. Et à ce moment-là, ces personnes qu'on détecte comme étant pathologiquement mal-être, il faut les mettre avec un psychologue. Oui, ça existe. Vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Vous n'êtes pas des gens parfaits là qui. Non, il y a de tout. Et puis il y a évidemment des personnes toxiques. Hein. Les personnes toxiques, ça existe. Il y a dans une entreprise, il y a entre 10 et 15% de personnes toxiques. Il faut faire très attention. Alors en général, toxiques, c'est ceux qui critiquent tout. En général, ceux qui critiquent tout, ce sont des gens très intelligents, c'est plus intelligent que tous. Ils critiquent tout. Parce qu'ils voient tout. Alors que moi, ma façon de faire, c'est dire, ok, tu vois tout, mon cher ami, mais plus que moi, parce que moi, je ne suis pas. Donc, je ne peux pas écrire tout ce qui va mal. De telle façon, après, ils choisissent. Parce que moi, j'ai confiance. Et en général, il écrit tout ce qui va mal. Ok, ben moi, on se réunit une dizaine de responsables. Voilà tout ce qui va mal. Vous êtes d'accord? Bon, ben alors moi, ensemble, on va choisir, mais sinon, je prends la priorité, c'est ça, ça et ça et ça. Il faut que tout le monde suive. Et en général, la personne qui est un toxique, elle ne suit pas. À ce moment-là, si elle ne suit pas, il faut la faire partir. Ah, c'est la vie. On lui a pressé le citron un peu. Et puis, il faut qu'elle parte. Mais elle est intelligente, elle nous a donné la version des choses. On est obligé de travailler aussi avec des gens comme ça. Ou de ne pas travailler. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on met à la porte quelqu'un. Moi, je donne en général 6 mois, 8 mois pour dire à la personne, on est dans une organisation, il faut travailler ensemble. Vous avez des idées plus intelligentes que je suis d'accord, on les liste. Puis on travaille sur vos idées. Puis maintenant, il faut suivre, sinon on ne s'en sort pas. Et donc, parce que ces gens-là, à force de critiquer, ils font du mal aux autres qui après se disent, ah ben, il a peut-être raison. Il faut faire très attention à ça aussi. Et donc, ça fait partie aussi des... Et puis aussi, oui, c'est ça. L'idée, une des actions importantes, c'est que l'entreprise se rende compte que dans les groupes de travail, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Des gens qui sont très bien, mais qui ne s'entendent pas. Ben, s'ils ne s'entendent pas, on n'y peut rien. Vous n'allez pas essayer de dire entendez-vous. Et ils ne sont pas d'atomes crochus. Et c'est le rôle du manager de résoudre le problème. C'est-à-dire d'enlever une des personnes pour le mettre ailleurs, ou le faire partir, on ne sait rien, en fonction de telle façon, et remettre une personne qui aille bien avec. C'est pour ça que je dis, l'entrepreneur est un assembleur de compétences.
C'est-à-dire que l'entrepreneur, une fois qu'il a décidé la stratégie, l'organisation, ben, il faut qu'il embauche. Et il est assembleur de compétences, c'est-à-dire assembleur de personnes qui, pour moi, la compétence, c'est le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire savoir mettre sa compétence au service de l'entreprise. C'est ça la véritable compétence. Savoir mettre ses qualités au service de l'entreprise. Et donc, si la personne est très bonne techniquement, mais elle ne sait pas mettre ce qu'elle sait au service de l'entreprise, elle n'est pas compétente pour l'entreprise. Elle n'est pas. Elle est peut-être compétente dans une autre entreprise, mais pas dans. Et donc, c'est une obligation du chef d'entreprise à résoudre ces problèmes-là. Et on ne peut pas laisser dans les groupes des gens qui ne s'entendent pas entre eux. Et donc, alors je l'ai pas mal vu, parce que vous savez que pour faire une thèse, on est obligé, une fois qu'on a décidé le modèle, de l'appliquer sur place. C'est-à-dire de montrer et d'aller proposer ce qu'on fait à du personnel. Donc je suis allé présenter ça à 2 entreprises, 15 personnes d'une entreprise de grande distribution et 15 personnes d'une entreprise industrielle. Ces 15 personnes à tous les niveaux. Et donc, où je parlais indépendamment, 1 heure avec chaque personne. Donc les directeurs m'ont permis de faire ça. Et donc j'ai appris une foule de choses en leur disant à chacun pendant 1 heure, avant de leur montrer mon truc, c'est quoi pour vous le mal-être, c'est quoi pour vous le bien-être. Citez-moi un cas où vous avez été en mal-être. Et avec ce qu'on appelle des interviews semi-directifs. Oui. Et il y a des cas d'ailleurs où la personne... Non, tout va bien. Une demi-heure après, elle pleure. Parce il fallait qu'elle... Elle brise le masque. Voilà. Et donc, en 1 heure, on peut arriver. Oui. Et là, c'est là où je dis oui, parce que je ne m'entends pas avec un tel. Et l'entrepreneur qui m'avait dit chez moi tout va bien, bon, je n'ai pas dit ça va pas bien chez vous, ben on s'aperçoit que. Mais ils m'ont dit, j'en ai parlé à mon chef d'équipe, mais il veut rien entendre parler. Mais ça, non, il faut que ça descende jusqu'au chef d'équipe, que le manager, le chef d'équipe, attention dans vos équipes. Il faut que les gens s'entendent bien. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont tous bénis oui. Mais il faut qu'ils travaillent ensemble, en équipe, et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne le pas sur l'autre, ou qui critique, méprise. Ça arrive, ça. Bien sûr que ça arrive. Et donc, voilà. Donc, l'assembleur de compétences, c'est une des actions importantes. Assembleur de compétences, avec cette équipe, je vous mets un tel qui va avec votre équipe et avec ce qu'on vous demande dans votre équipe. Compétences. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui fait que, il faut faire attention pour que les gens soient bien, quand arrivent le matin, ils sont bien avec l'équipe, ils sont bien avec le travail. Évidemment, ils ont les moyens. Plein de monde dit, on n'est pas content, pourquoi? Content parce qu'on n'a pas les moyens, ça ne marche jamais, le moule en question, il est toujours tordu. Non, il faut que les moyens soient là. Donc, c'est une obligation des managers à donner les moyens pour faire ça. Les gens veulent bien atteindre les objectifs, mais qu'ils en aient les moyens. Et donc, les moyens, c'est important, au-delà des moyens de formation, mais les moyens techniques, mécaniques, c'est important aussi. Et donc, c'est dans ces fameuses 20 actions concomitantes qu'on a fait ensemble, sinon, si un de ceux-là, vous ne le faites pas, le gars est en mal-être, vous la faites. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, est-ce que vous avez vu une grande différence entre les interviews que vous avez faites dans un univers industriel et dans l'univers de la grande distribution? Là, c'est pareil à peu près. C'est pareil. Parce que finalement, dans la grande distribution, c'est l'organisation, c'est la logistique. Les gens travaillent ensemble dans les lignes. Non, justement, j'ai voulu faire ça pour voir la différence qu'il y avait d'abord entre hommes et femmes et entre industrie et grande distribution. Et je me suis aperçu que c'était ce qu'ils disaient. C'est quoi un mal-être? Donnez-moi un exemple de mal-être, un exemple de bien-être. Et dans les deux, quand on les confronte, en moyenne, c'est pareil. C'est intéressant. Une des questions que je leur posais, pensez-vous qu'on peut être en bien-être dans une entreprise où il n'y a pas de QVT, de qualité de QVT mécanique?
Parce que la qualité de vie au travail englobe tout, englobe aussi le bien-être, mais pas au niveau mécanique, c'est-à-dire le bruit, la couleur. Pensez-vous qu'on peut être bien, bien que dans l'entreprise, il n'y ait pas tout ce les choses. Et ils m'ont dit oui, parce que si on est bien avec les personnes avec qui on travaille et qu'on peut faire notre travail, on est content. Pensez-vous qu'on puisse être en mal-être dans une entreprise où il y a la QVT, je dirais, mécanique, est là. Le théâtre, tout est beau. Elle dit oui, on peut être en mal-être. Si le copain avec qui on travaille, on n'est pas content, évidemment. Et donc il faut les deux. Et donc pensez-vous que le bien-être individuel est de la responsabilité entière de l'entreprise? Et la majorité m'ont répondu non, c'est une co-responsabilité. C'est pas mal. Et c'est pareil, pensez-vous que le mal-être est de 100%? Non, c'est une co-responsabilité, parce qu'on est tous responsables, disent-ils, c'est incroyable d'ailleurs. Je ne les pousse pas à dire ça. On est co-responsables. Quand on s'aperçoit que l'entreprise fait des efforts, nous, de notre côté, on est quand même obligés de faire des efforts. Et donc de dire à l'autre qui veut pas, qui est toxique, on se calme, parce que l'entreprise fait quand même des efforts. Et donc, voilà. Il y a tout un ensemble dans les entreprises où je suis contre, par exemple, on fait du baby-foot, on fait des barbecues. Non, il ne faut pas faire ça. C'est contre-productif. Pourquoi? Parce que le baby-foot, il n'y a que 3 personnes et les autres, non, ils ne sont pas contents. Et quand on fait des barbecues, ben, y en a qui sont laissés de côté. C'est pas bien non plus. Qu'ils le font à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, c'est des choses comme ça. Il faut garder les connexions entre les entreprises et que les gens ne se séparent pas en groupe. Ça, c'est important, ça aussi, de ne pas aller dans des choses qu'on dit qui est vrai, que c'est pas vrai. On arrive à tout analyser. Enfin, voilà. Alors vous avez consolidé à la fois vos travaux, votre expérience, dans un modèle qui est cet arbre du bien-être et l'arbre du mal-être. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors, j'ai voulu faire un modèle. Mais c'est bien beau, mon truc. Mais il faut expliquer au personnel ce qu'on fait. Puis après, on boîte à outils, ça, je vous en parle. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? À quoi est dû le bien-être ou le mal-être? Eh bien, le bien-être est dû, ou le mal-être est dû d'abord au management. Mais s'il y a management, c'est qu'on doit manager quelque chose. Et qu'est-ce qu'on manage? Les contraintes. Parce que s'il n'y avait pas de contraintes, pour le bon management, si tout allait bien, c'est quoi les contraintes? Les contraintes, c'est faire du profit. C'est une obligation, hein? Mais c'est quand même une contrainte. Surtout si, dans une entreprise comme la mienne, il fallait faire 15% de retour sur le capital mis en œuvre. Sinon, on est viré. On peut être aussi heureux d'essayer. Mais ceci étant dit, c'est la concurrence. Il ne faut pas tuer la concurrence. Celui qui tue la concurrence tue l'intelligence. Mais ils sont quand même pénibles, les concurrents. C'est des contraintes pour essayer d'être meilleurs qu'eux. C'est des contraintes. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme contraintes? Les réglementations. Il y a de tout. Il y a 360 000 de réglementations. C'est des contraintes. Et ça, on ne peut pas les... Autant on peut contourner les concurrents selon je ne sais pas si vous connaissez la méthode océan bleu, océan bleu, absolument. Oui, océan bleu, océan rouge, on les contourne. Bon, mais c'est une façon d'ailleurs de contourner. Mais les réglementations, on ne peut pas les contourner. Les contraintes, c'est non seulement de satisfaire le client, mais satisfaire les 5 parties prenantes. Ça, c'est une contrainte. Et puis, depuis quelques années, on parle de quoi? On parle du monde responsable, qu'on ne parlait pas il y a plus de 10 ans, qui est issu, évidemment, du réchauffement climatique, avec toutes les transitions énergétiques, démographiques, éthiques même. Et ce sont des contraintes. Mais il faut le faire. Et pour le faire, il faut du management. Alors, je me suis dit, puis après, management, en fonction des actions qu'il fait, créer un climat, bon ou mauvais. Si le climat est acceptable pour tous, eh bien, ça fait du personnel qui est heureux. Je me suis dit, donc le bien-être, c'est une conséquence de conséquence. Qu'est-ce que c'est qui est dans la vie une conséquence de conséquence? Eh bien, la plante.
la plante. Et même pour que ça résiste bien, l'arbre. L'arbre est une conséquence de la graine aux racines, au tronc, au branchage, aux fleurs. Et donc, chers amis, je vous annonce que la graine, les contraintes, je vous explique les contraintes, comme je l'ai expliqué, qui créent des racines, management. Vous voulez boire un peu d'eau Oui, merci. Qui créent des racines, qui sont les managements, qui créent les racines, c'est les managements. Alors, soit il y a le management bienveillant, voilà, je te donne un objectif, mais on discute ensemble, mais il faut aussi, et voilà, on discute, mais après il faut suivre. Ou alors un mal-être, voilà, je te donne un objectif, je sais ce qui est bon pour toi, tu es prié de faire. Taylor, et compagnie, c'est bien ce qui est bon pour toi, allez, faites-le. Et ces managers, ils font ces fameuses 20 actions dont je parle, qui sont non seulement les actions pour assurer le bien-être ou le mal-être, mais c'est aussi des actions managériales. Parce que quand vous faites de la veille technologique, que vous faites un business plan, dans lequel il y a toute la connaissance et les 5 parties prenantes pour savoir ce qu'ils veulent faire, c'est du management. Mais en même temps, quand vous le faites, vous montrez à votre personnel qui a confiance. Et donc, ces 20 actions concomitantes, c'est la sève du trône. La sève. Et cette sève, elle monte et elle forme un branchage qui est le climat de confiance. La confiance, ce n'est pas dans les actions, une conséquence des actions. Le fait que les relations humaines sont bonnes, c'est le fait que le manager est un assembleur de compétences, qui est une des actions, qui fait que quand il y a un problème, il essaie de régler le problème, et les gens ont une bonne relation. Vous avez un ensemble donc de branchages qui sont faits de confiance, de motivation, et la motivation est issue des actions, comme on dit, une motivation intrinsèque et extrinsèque. Et si le climat est bon, ça forme des fleurs qui sont les fleurs du bien-être ou des fleurs du mal-être. Et ces fleurs-là, devant les parties prenantes qui sont les nuages qui dans un ciel bleu sont là, les nuages, ben c'est les parties prenantes. Devant, si on est bien, si le personnel est bien, ben les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, ils viendront. Et on dirait, il y a la pluie. Oui, mais ça sera une pluie fertilisante. Une pluie fertilisante qui elle sera, je dirais, un cercle vertueux. Et pareil, en mal-être, vous avez 20 actions qui sont les antonymes du 20 actions du bien-être, plus le harcèlement. Et vous avez un climat odieux, vous avez des personnes qui sont avant, qui font un effet centrifuge sur... voilà. Et quand quelque chose va mal, chez vous, il faut analyser qu'est-ce qui va mal et si ce n'est pas une de ces actions-là qu'on fait. Il faut aller dans la... Est-ce que ce n'est pas une de ces actions-là qu'on fait qui fait que ça va mal? Voilà. Alors, on explique ça. Cet arbre du bien-être, il sert. Il sert à la boîte à outils. Il sert à se rendre compte que les choses se passent. Alors, il faut bien que l'entreprise contrôle si ce qu'il fait amène le bien-être individuel ou pas. Et comme on a décidé que c'était les actions concomitantes, sachant que toutes les autres actions possibles sont ramenées quand même d'une façon ou d'une autre à ces actions-là, après analyse, eh bien, j'invite tout mon personnel en disant, voilà, on vous explique ces 20 actions. De telle façon que vous soyez au courant de pourquoi on fait ces actions. Par exemple, les veilles technologiques, tout ça, ça montre qu'on sait bien, donc ça vous donne confiance, il y a ça, la formation, l'explication de comment fonctionne l'entreprise et les codes de l'entreprise. Les fameux codes de l'entreprise, c'est important, parce qu'il faut que vous sachiez ce que sont les comportements importants. Les comportements sociaux, individuels, professionnels et relationnels. En fait, toutes ces choses-là. Donc, on vous explique. Maintenant, on vous donne un papier avec ces 20 actions et vous avez 5 colonnes. Bon, pas bon. Est-ce que, selon vous, ce que nous, managers, nous faisons, est-ce que vous le considérez bon ou pas bon? Pas bon, c'est rouge. Très bon, c'est vert. Et puis après, les couleurs changent. Et donc, chacun écrit, chacun remplit ça. Et puis, en finale, on fait la somme de tout ça avec tout le personnel et on obtient
un certain nombre entre rouge, orange, vert, on obtient un certain nombre de résultats qu'on met sur un camembert. Et si dans le camembert, il y a plus de rouge que de vert, c'est qu'il y a du travail à faire. Et s'il y a plus de vert que de rouge, ça n'est pas trop mal, mais quand même, il faut éliminer le rouge. Comment on fait pour l'éliminer? Vous regardez chaque action, qu'est-ce qu'il y a comme rouge? C'est par des diagrammes à barres. Si la barre rouge est plus haute, c'est le nombre rouge est plus haute que le vert, il faut travailler là-dessus. Et si c'est le vert qui est bleu, on travaillera plus après. Travaillez d'abord sur. Il y a 4, 5, vous travaillez là-dessus. Puis petit à petit, et voilà. Mais c'est parce que votre personnel, vous allez, c'est pas vous qui dites si je fais du bien-être, non. C'est un peu comme la qualité. Pas vous qui dites je fais la qualité, non. C'est le client qui dit si la qualité est bonne. C'est parce que c'est le client, la qualité, c'est la satisfaction du client. C'est pas la vôtre satisfaction. Votre satisfaction, c'est voir le client satisfait. Et donc, avec ça, normalement, vous pouvez améliorer petit à petit, améliorer le bien-être individuel, sachant que rien n'est parfait, mais tout est... Parce que si tout est vert et qu'on ne fait plus rien, eh ben, ça va devenir rouge rapidement. Je ne sais pas si vous avez compris ma façon. C'est très clair, très clair. Merci Michel. L'arbre du bien-être. L'arbre du bien-être. Et l'arbre du mal-être qui est à conséquence. Avec les 20 actions qu'on peut retrouver. Alors, les 20 actions concomitantes. Ce que j'ai apporté à la science... Vous répétez souvent ce mot. À la science, la concomitance. Parce que tout le monde sait, d'ailleurs, c'est ce que dit Chalandard, là, de Saint-Gobain. Il dit finalement, les actions sont bon sens, mais pas toujours le bon sens. Et le bon sens, c'est qu'il faut que tout ça soit fait ensemble. En même temps, sinon c'est trop simple, chacun dit un truc. Alors un peu, moi j'ai de la reconnaissance pour lui, mais pas pour lui. Non, c'est pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On voit un peu la... Très donc, oui, Chalandard, il le dit, là, non? Il faut saluer Constant dans les différentes fonctions qu'il a occupées, occupe de faire progresser la cause de l'entreprise. Oui. La concomitance, c'est un mot que vous répétez souvent. Effectivement, on voit bien... Ensemble, en même temps. On n'a pas pas de priorité. Pas de priorité. Il n'y a pas de priorité. Oh oui, priorité. Les actions sont multiples dans l'entreprise. On ne peut pas dire, mais c'est pas ça parce qu'en priorité, je fais cette action. Non, ensemble. Et c'est possible. On peut très bien sourire à tout le monde pour être gentil. Et pourquoi en même temps? Il n'y a pas la priorité, lui et pas lui. Et donc, et quand vous faites la présentation de l'entreprise, comment elle fonctionne, puis il y a une façon de présenter l'entreprise à Tortue de Crosby, de façon simple, vous réunissez tout le monde. Enfin, pas d'un coup, moi je réunissais par 50. Mais au moins, tout le monde est informé. Et donc, c'est ensemble. Ensemble, il faut le faire pendant l'année. Voilà, il faut que les gens aient confiance. Alors, évidemment, il y a des problèmes de crise, souvent. On le sait. Mais j'ai eu d'ailleurs une crise en Italie. C'était au début des années 80. Et les taux d'intérêt des banques, on avait 20 banques. Le taux d'intérêt des banques était à 20%. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je sais pas, au début des années 80. Et donc le problème, c'est comment vous faites du résultat avec 20% de vos prêts retournent à la banque. Et donc, moi j'avais tout organisé pour que les choses aillent bien, du côté des 100 personnes en trop. Mais je ne pouvais pas organiser, il fallait recapitaliser pour que ce soit plus de taux d'intérêt. Et donc j'ai demandé à la maison mère de me recapitaliser, parce que c'est quand même une entreprise j'étais arrivé avec tous ces prêts bancaires. Et c'était à une époque où Hutchinson allait très mal. D'ailleurs, Total avait mis comme président de Hutchinson le président Dupont France. Il était de l'expérience américaine. Et donc, il a fait un très bon travail, d'ailleurs. Et ils ont dit, non, tout l'argent que Total nous donne pour nous relever en France alors qu'on va très mal, ça sera pour la France et non pour les filiales. Donc, on va fermer l'Italie, 600 personnes. Donc, vous retournez là-bas, puis vous dites que dans un mois, l'entreprise sera fermée. Ah, mais non. Bon, ok. Si vous estimez que vous ne pouvez pas continuer comme ça, fermez l'entreprise. Nous,
On a besoin d'argent pour la France. Et évidemment, je devais faire une assemblée générale pour dire qu'on fermait 600 personnes. Et quand je suis arrivé en Italie, je suis sûr que les gens le savaient, parce que tout ce qui se passe, même les syndicats. Et à un moment donné, je devais dire, on ferme. Vous allez tous perdre votre travail. Alors, j'ai décidé d'aller chercher un acquéreur, ok, qui aurait les 3 millions d'euros là, pour mettre en entreprise. Et donc, j'ai pris un avocat qui cherchait ça. Trouvez-moi un acquéreur. Et il n'arrivait à rien trouver. Puis juste à un moment donné, il a dit, ben, j'ai trouvé quelqu'un. Ah ben c'est merveilleux. Le jour d'avant la fermeture de l'entreprise. Ben, j'ai trouvé quelqu'un, mais c'est merveilleux. Et donc, je suis allé voir la personne. C'est une entreprise importante de caoutchouc. Mais tout ça, les syndicats le savaient, plus ou moins. Ils m'ont jamais fait un jour de grève. Et ils savaient que l'entreprise allait fermer, qu'ils allaient perdre leur travail. Ils me laissaient faire jamais un jour de grève. Et donc, je suis allé voir l'entreprise, j'ai expliqué mon plan. Et voilà. Et alors, ah oui, ça nous plaît. On achète. Ok, on a un problème. Quel est votre problème? Plus qu'on n'a pas d'argent. Hein? Et alors? Ben, c'est simple. Pensez-vous que Total accepterait de fermer une entreprise avec 600 personnes actuellement, alors que Brigade Rouge partout, hein, ce serait la catastrophe. Allez donc voir Total et demandez-leur de nous donner 3 millions dont vous avez besoin pour recapitaliser. On prend. Pas mal. Et donc je suis allé voir Total, on est allé voir une Total, et Total a accepté, parce qu'il veut plus d'emmerdement. Et l'entreprise a repris. L'usine n'a pas fermé, elle a continué, puisqu'elle n'avait plus de prêts à intérêt. Le personnel, les syndicats, pourtant c'était la CGIL, ils n'ont jamais fait un jour de grève, jamais ils sont venus me voir, ils ont eu confiance. Incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quoi, même eux, d'une certaine façon, avaient confiance. Alors, est-ce que c'est la façon dont j'ai dirigé? L'arbre du bien-être avait porté ses fruits. Voilà, l'arbre du bien-être. Et c'est pour ça que je me suis dit, comment ça fonctionnait et donc, j'ai voulu faire une analyse détaillée de ce que je faisais sans le savoir. Bravo pour votre ouvrage. Excusez-moi. Une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire particulièrement? Il y a plein de citations, là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Une citation de Bulus, j'ai mis qu'importe, il faut chanter. Chanter, même en sachant qu'il existe des chants qu'on préfère à son chant. Vous voyez? Et donc, quand on est au milieu de quelque chose, il faut, avec la persévérance, ne pas s'arrêter, ne pas abandonner, même si l'herbe a l'air plus verte ailleurs, jusqu'à la réussite. Parce qu'à la fin, on finit par aimer tout ce vers quoi l'on rame, quoi. Ce que je dis d'ailleurs à mon personnel, si vous n'aimez pas votre travail, changez, allez ailleurs. Je ne sais pas où aller, eh bien, aimez. On finit par aimer tout ce vers quoi l'on rame. C'est ça que je dis. Il faut chanter, même en sachant qu'il existe des chants qu'on préfère à son chant. Edmond Rostand, dans Chante clair, un immense merci. Michel Jonker, le bien-être individuel en entreprise, manager en concomitance. Entre liberté et contrainte. Entre liberté et contrainte. Merci, cher ami. C'était un plaisir de vous recevoir. Je vous dis à tous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de ces masterclass d'excellence managériale. Je vous invite à chanter toute cette semaine, même s'il y a d'autres chants qui peuvent être plus beaux ailleurs. Un immense merci.